Bonjour tout le monde, est-ce qu'on peut me confirmer, s'il vous plaît, qu'on m'entend bien, soit en levant la main ou en chattant dans le chat? On confirme que oui. Parfait, merci. On va commencer dans une minute. Alors, c'est parti, mesdames et messieurs. Bienvenue, merci de vous être connectés en si grand nombre. Nous sommes jeudi le 16 mai 2019. Aujourd'hui, le webinaire que j'ai à vous présenter, c'est un webinaire qu'on a donné l'année dernière, environ à pareille date. Donc, comme vous le savez, on donne un webinaire mensuellement et on retourne, dans le fond, à les thématiques les plus populaires sur la terminaison d'emploi, donc présenté par Sage Assurance Rente Collective et la division Sage Ressources Humaines. Je me présente, pour ceux qui ne me connaissent pas, ou on a déjà sûrement discuté ensemble déjà, Maxime Dubois, donc je suis l'expert en gestion des ressources humaines pour la division. Je suis CRHA, donc conseiller en ressources humaines agréé. J'ai une forte expertise dans le domaine de la gestion de la performance, principalement, et tout ce qui est terminaison, mesures disciplinaires, gradation des sanctions. Donc, ça va me faire plaisir de vous partager mon expertise avec vous aujourd'hui sur le sujet. L'agenda du jour que je vous propose, ou juste avant l'agenda plutôt, les objectifs de la formation, c'est de vous donner le courage managérial, de vous donner les connaissances et les stratégies pour intervenir auprès des employés qui sont plus difficiles, rendre ça un peu plus confortable, vous rendre à l'aise aussi avec tous les processus qui sont en lien avec la terminaison d'emploi. Sachez que je donne 2 autres webinaires également euh, qui sont en complément à celui-ci d'aujourd'hui, qui sont plus spécifiques. Il y en a un sur la gradation des sanctions plus spécifiquement, mais je vais en parler quand même aujourd'hui. Et un sur la gestion des employés difficiles, qui inclut aussi toutes les méthodes d'intervention, comment faire les rencontres proprement dit, et faire la distinction également entre la gestion des employés difficiles et la gestion des employés qui vivent des difficultés au travail. Donc l'agenda aujourd'hui, nous en avons comme à l'habitude pour environ 45 minutes de contenu. Je resterai disponible pour répondre à vos questions à la fin, donc je me réserve une période de 15 minutes. Vous l'écrivez sur le chat. Et je pourrais aussi me permettre à certains endroits de répondre à des questions spécifiques si je les vois passer. Donc, tout simplement de les inscrire effectivement dans le chat. Et je pourrais en temps réel essayer d'y répondre. Je pourrais bien entendu pas régler les cas spécifiques de tout le monde ici. Par contre, ça me fera plaisir de faire un suivi avec vous suite à l'appel. Ça pourrait être demain, ça pourrait être la semaine prochaine. On pourra prendre rendez-vous téléphonique ou par courriel pour en discuter. Donc, pardon, je sors d'un rhume également. Donc, l'invalidité courte durée, longue durée, qu'est-ce qu'il y en est? Des gens qui sont en invalidité courte et longue et où on prend la décision de terminer leur emploi. Donc, c'est une stratégie qui est possible, mais qui comporte certains risques. Je vais aussi vous parler du contexte juridique qui est en lien avec la terminaison d'emploi. Donc, principalement, quels sont les risques qui s'y rattachent, quelles plaintes on pourrait avoir comme employeur. Je vais également parler de tout le concept d'avertissement écrit, verbal, suspension, concept de gradation des sanctions, la mesure qui est proportionnelle à la faute,
les facteurs atténuants, les facteurs aggravants en matière de comportement et de performance qui peut être mineur, moyennement grave, faute lourde, faute grave. Ensuite, on va parler des stratégies de sortie. Donc, un mot poli pour dire congédiement et la stratégie du 30, 60, 90 jours pour mettre fin à un emploi un employé qui a des problèmes de performance, principalement. Donc, ça met la table pour aujourd'hui. Euh, je vais débuter avec les gens qui sont en invalidité parce que c'est une thématique et c'est assurément la question qui me revient le plus souvent lors des appels que j'ai avec vous. Euh, c'est un... Ce qu'il faut comprendre, c'est que dans la loi, il n'y a pas d'automatisme avec la durée d'une invalidité qui vous permet, sans aucun risque, de terminer un employé, donc de mettre fin à son emploi. Ce que je veux dire par là, c'est que si un employé est en invalidité courte ou longue durée, donc plusieurs jours, plusieurs semaines, plusieurs mois, il n'y a pas une durée qui est prévue dans la loi comme après 1 an, après 2 ans, après 3 ans, où vous pouvez terminer l'employé sans aucun risque. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ça restera toujours considéré comme une terminaison d'emploi, même si l'employé est en invalidité courte durée ou longue durée. Il faut comprendre également, c'est que le service continu de l'employé continue, c'est le cas de le dire, de se cumuler lors d'absence. Donc, congé maladie, congé maternité, congé sans solde approuvé, tous ces moments-là, tous ces, ces circonstances-là font en sorte que l'employé continue à cumuler du service continu. Et plus on attend, plus ça sera difficile de pouvoir s'en départir efficacement en minimisant les risques. Il faut toujours comprendre que quand on termine un employé, l'employeur a le fardeau de la preuve. Donc, c'est à l'employeur de démontrer qu'il a pris la bonne décision, qu'il avait une cause juste et suffisante de le faire. Et dans un congédiement administratif pour des raisons d'invalidité courte ou longue durée, il faut démontrer que ça porte préjudice à notre entreprise. Et je vais vous montrer également les critères plus spécifiquement dans quelques instants sur à quoi il faut répondre spécifiquement pour pouvoir y arriver de façon efficace, puis ne pas se faire challenger par les tribunaux. Donc, l'invalidité courte durée, c'est quelqu'un qui est en absence, habituellement depuis moins de 15, 16 ou 17 semaines, tout dépendant des régimes. Il peut être en invalidité courte durée sur votre propre, c'est vous qui assurez la prestation. Ça peut être l'assureur, ça peut être l'assurance emploi. En invalidité longue durée, habituellement, c'est la période qui est au-delà du 15, 16, 17 semaines, qui va s'échelonner sur plusieurs mois, plusieurs années, habituellement qui va jusqu'à la retraite, ou 65 ans, dans la plupart des régimes. La première chose à valider, avant de confirmer la fin d'emploi, c'est que votre assureur, et ça dans 99% des cas, c'est le cas, va continuer à protéger votre employé en invalidité longue durée. Donc, c'est-à-dire même s'il y a un bris de lien d'emploi, les prestations d'invalidité longue durée sont toujours versées à l'employé. Par contre, il perdra tous les autres avantages de son assurance collective. Donc, la courte durée, le paramédical, ça peut être la maladie grave, l'assurance vie, bien entendu les soins médicaux, les médicaments. Donc, l'avantage pour vous, pour un employé qui n'est plus actif et qui ne le sera plus dans le futur, c'est bien entendu de terminer l'emploi le plus tôt possible. Parce que plus le cumul de services continus, plus les risques grandissent. Et vous continuez à payer, plus souvent qu'autrement, sa part d'assurance collective, alors que cet employé-là n'est plus en prestation de travail active pour vous. Je reviens dans quelques instants, mais je pense que je vais le faire tout de suite, puis je reviendrai à cette diapo-là plutôt, pendant qu'on est dans le sujet. Donc, vous avez un employé qui est en invalidité. La première chose qu'il faut comprendre, c'est que son emploi est protégé pendant 26 semaines. Donc, l'employé exerce un droit d'être en congé maladie. Il peut le faire.
il est protégé, son emploi est protégé. C'est 26 semaines dans une année de référence. Donc, dès qu'il y a une première journée d'absence, l'année de référence démarre. Et ensuite, on a 365 jours, donc un an complète, pour cumuler 26 semaines d'absence consécutives ou non. Donc, si par exemple l'employé s'absente une première fois pour 17 semaines, et dans la même année de référence, un petit peu plus tard, s'absente encore pour une vingtaine de semaines supplémentaires, ben, on aurait atteint 26 semaines, même si son non consécutif. Son emploi ne serait plus protégé. Donc ça, c'est le premier critère. Je ne vous conseille pas d'agir avant le 26 semaines parce qu'il pourra toujours déposer une plainte pour pratique interdite, chose que je vais vous expliquer dans quelques instants. Pardon. Donc, il faut répondre à ce premier critère-là, 26 semaines d'absence. Deuxième, il faut être capable de démontrer que son taux d'absentéisme est chronique. Donc, c'est certain qu'un employé qui n'est pas là pendant plusieurs semaines, plusieurs mois dans une année, ou sur une période de plusieurs années, ben, son taux d'absentéisme est bien au-delà de la moyenne raisonnable de votre équipe qui manque quelques jours par année. Donc, ça, c'est la première chose. Il faut être capable de le documenter. Il faut avoir les dates de début, les dates de fin. Il faut avoir les billets médicaux en main. Ensuite, deuxième point important, il faut être capable de démontrer que ça porte un préjudice à votre entreprise de garder cet employé-là. La meilleure explication, c'est par exemple, vous êtes obligé d'embaucher quelqu'un de façon temporaire. Un contrat temporaire pour remplacer votre congé d'invalidité. Et cette nouvelle personne-là, pardon, elle fait bien son travail, mais toujours très précaire comme statut. Donc, ça vous cause des problématiques. Vous êtes prêt d'annoncer à l'employé qu'il aura éventuellement un poste permanent. Ça peut porter des préjudices aussi dans le fait que des fois, vous ne remplacez pas le poste. Vous ne remplacez pas la personne. Donc là, vous avez des pertes de vente, vous avez des pertes d'opportunités d'affaires, vous avez des pertes de productivité, vous surchargez l'équipe de travail autour de vous. Donc, c'est à vous de trouver les arguments qui viennent confirmer que c'est difficile pour vous de conserver cet employé. Puis le troisième élément, c'est l'incapacité du salarié de fournir une prestation de travail dans un avenir rapproché. Donc, vous avez un billet médical. Le billet médical indique que l'invalidité est indéterminée. Il n'y a pas de moment de retour prévu. Il pourrait y avoir des lésions qui sont permanentes. Des fois, on n'a pas les diagnostics, mais on sait que la personne a, par exemple, une maladie dégénérative, sclérose en plaques, de l'asthme sévère. Ça peut être un cancer, ça peut être des problèmes de motricité, ça peut être des problèmes psychologiques importants. Donc, quand on a ces éléments-là devant nous, on est en mesure de confirmer que à court terme et à moyen terme, l'employé ne pourra pas revenir fournir une prestation de travail normale. Donc, si je réponds à ces trois éléments-là, je suis quand même assez béton pour pouvoir faire une terminaison d'emploi administratif qu'on appelle. Donc, c'est de dire, je peux mettre fin à l'emploi. Mon employé a plus de 26 semaines d'absence consécutive ou non dans une année de référence. Il répond aux trois critères suivants. Je suis donc à l'aise de pouvoir le faire avec moins de risques juridiques. Je reviens à mon acétate d'avant. Donc, c'est l'article 79.1 qui me dit que justement l'absence est protégée pour un travailleur pour la période que j'ai indiquée. Maintenant, le risque qui plane lorsqu'on met fin à un employé en invalidité ou tout autre employé, peu importe son statut ou quelle est sa condition, c'est l'article 124 qui nous dit que, qui nous dit que on doit congédier un employé avec une cause juste et suffisante. Et ça, c'est une protection qui est valide pour tous les employés de plus de 2 ans de service continu. Donc, du service continu, je vous l'ai dit tantôt, ça démarre à la date où on signe le contrat de travail, première journée de prestation, et la dernière journée de travail à laquelle l'employé soit démissionne, abandonne son poste ou que l'employeur met fin à l'emploi. Tout ce qui se passe entre les deux, c'est du service continu. Même s'il y a des absences, même s'il y a des congés, maternité, s'il y a des congés sans solde,
s'il y a de l'invalidité courte ou longue durée. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que si mon employé a moins de 2 ans de service, mais plus de 26 semaines d'absence, ça, c'est le dossier le plus simple à régler, parce que là, il n'y a aucun risque juridique, ou du moins, il y en a beaucoup moins. Alors que si l'employé a 2 ans de service continu, il y aura toujours le risque qui planera, qui dépose une plainte, qui dise, vous savez, les 3 raisons administratives que vous avez soulevées tantôt, c'est-à-dire le préjudice que ça porte à l'entreprise, mon taux d'absentéisme chronique, puis le fait que je ne reviendrai pas au travail, ben, ça se pourrait qu'on vous challenge. Et c'est pour ça que toujours ce risque-là va planer. Lorsque l'employé n'est pas en invalidité, pardon, ce qu'il faut démontrer à l'employeur, devant les tribunaux, devant la commission des normes, si jamais on se rend là, c'est c'est que premièrement, on a une cause juste et suffisante devant nous. Et pour le démontrer, il faudra être en mesure d'exposer une gradation des sanctions. Donc, que j'ai remis un avis verbal, que j'ai remis un avis écrit, que j'ai donné un dernier avertissement écrit à mon employé, que je l'ai suspendu et que finalement, je l'ai congédié. Si je suis pas en mesure de démontrer cette gradation des sanctions-là, donc des mesures qui sont proportionnelles à la faute, j'aurai peut-être pas un dossier de cause juste et suffisante devant moi. Dans quelques instants, je vais vous présenter le concept de gradation des sanctions. Il y a des exceptions. C'est sûr que si l'employé fait une faute grave, il vous vole, il fraude, il fait du harcèlement, fait des menaces de mort à un autre employé, des choses comme ça. On n'est pas obligé de tout passer à travers la gradation des sanctions. Faute grave pourrait justifier un congédiement sur le champ, et là, vous auriez une cause juste et suffisante. Mais on y reviendra en quelques instants. L'article 122, c'est la pratique interdite. Donc, c'est celle qui, après 3 mois de service continu, l'ensemble des salariés du Québec ont cette protection-là. Et c'est celle-là qui est dangereuse. C'est celle-là qui est dangereuse, mais qui est très difficile à gérer lorsqu'on en a une. C'est lorsqu'on termine un employé, justement, pour des raisons où il a exercé un droit. Exemple, congédier un employé qui est en congé maladie. Dans les faits, on n'a pas le droit de congédier quelqu'un parce qu'il est en congé maladie, sauf ce que j'ai expliqué auparavant. J'ai pas le droit de congédier quelqu'un qui est en congé maternité. J'ai pas le droit de congédier quelqu'un qui voulait aller voter, j'ai refusé d'aller voter, il est allé quand même, je l'ai congédié. Il y a eu un accident de travail, je le congédie. Donc ça en est des exemples de pratiques interdites. Il faut être très prudent. Et c'est pour ça que si vous congédiez un employé qui a plus de 3 mois de service et qui exerce un droit, comme celui du congé maladie, bien, vous exposez à cette plainte-là. C'est pour ça qu'il faut attendre le 26 semaines, parce que le 26 semaines fait tomber la protection de pratiques interdites. Donc, la protection de l'emploi du salarié, spécifiquement dans un cas d'invalidité, tombe après 26 semaines. C'est pour ça qu'il faut être excessivement prudent, parce que vous aurez le fardeau de la preuve de toujours de démontrer que c'est pas à cause du fait qu'il était en congé maladie que vous l'avez congédié, mais bien à cause de d'autres choses. Et là, c'est vous qui avez le fardeau, et là, ça devient complexe. Dans les circonstances pardon, où l'employé a plus de 2 ans de service continu, a exercé un droit, il est toujours dans sa période de 26 semaines, là, c'est un beau dossier. Il faut être excessivement prudent. Donc, tout se fait, mais il y a des risques. Et la pratique interdite, elle, la seule réparation possible devant les tribunaux, c'est la réintégration de l'employé. La réintégration de l'employé, ça veut dire on doit la remettre dans son poste. Et souvent, avant d'avoir un jugement de retour au travail, il va y avoir plusieurs mois qui vont se passer parce que malheureusement, pour passer devant les tribunaux en audience, on en a pour plusieurs mois. Et souvent, on aura à payer dommages et intérêts, salaire perdu durant la période, salaire normalement versé, et etc., et etc. Donc, ça, c'est des plaintes qui vont se chiffrer à plusieurs dizaines de milliers de dollars. Donc, il faut être excessivement prudent là-dessus. Ça s'applique bien entendu à tous les salariés du Québec.
Donc, je ne parle pas des cadres supérieurs, je ne parle pas des stagiaires, je ne parle pas non plus si vous êtes à juridiction fédérale, c'est-à-dire si vous travaillez dans une banque ou pour TELUS ou pour Via Rail. C'est vraiment des entreprises qui sont à compétence provinciale. Par contre, il y a le Code civil, l'article 2091, elle vient dire non seulement j'ai le droit au préavis de terminaison, puis non seulement quand mon employeur va me congédier, j'ai le droit à avoir une indemnité minimale, mais 2091 vient dire aussi j'ai le droit à un délai congé raisonnable. Et c'est là qu'on voit, puis c'est là que vous avez déjà vu dans les journaux, des fois des gens qui reçoivent 6 mois, 1 an, 15 mois de salaire dans des projets de terminaison d'emploi. Et ça, c'est souvent dû à les gens ont non seulement déposé une plainte en vertu des normes du travail pour avoir le préavis de terminaison, l'article 82, celui qui dit entre 3 mois et 1 an de service, je vais avoir une semaine de salaire, entre 1 an et 5 ans, je vais avoir 2 semaines, entre 5 ans et 10 ans, je vais avoir 4 semaines, puis 10 ans et plus, je vais avoir 8 semaines. Donc ça, c'est le préavis minimal qui est prévu à la loi. Mais les gens vont déposer une plainte pécuniaire en plus, en vertu de 2091, pour dire OK, parfait, ça c'est le minimum, mais maintenant, moi j'ai 15 ans de service, j'ai toujours eu un bon dossier, mon employeur me congédie de façon un peu cavalière, je trouve qu'il n'y a pas une congé suffisante, donc je vais déposer l'ensemble des plaintes devant la commission, mais en plus, je vais déposer une plainte pécuniaire sous 2091, Code civil, en cour supérieure, et là, je vais aller lui demander 40, 50, 60, 75 000 supplémentaires en délai préavis. Donc, c'est là le danger aussi, lorsqu'on congédie un employé, c'est que, oui, il faut respecter l'ensemble des règles qui sont prévues dans les normes du travail, mais deux, aussi, il faut respecter euh, le Code civil. Du moins, assurer que la réparation qui est prévue est efficace. C'est sûr que aussi, si dans l'auditoire, il y a des gens qui ont une présence de syndicats dans leur entreprise, donc une convention collective qui est active, et bien là, ça peut changer un peu la donne, dans le sens que les absences sont peut-être protégées un peu plus longtemps. Il y a peut-être des préavis de fin d'emploi qui sont déjà négociés à la hausse. La pratique interdite est peut-être encore plus sévère. Le congédiement sans congé suffisant, il est peut-être régi d'une autre façon. Mais ça restera toujours que c'est le minimum qui est prévu à la loi. Ce qu'il faut comprendre aussi dans la terminaison d'un employé, c'est que l'employeur, il va toujours être obligé de tenir compte, là, surtout lorsque on fait une terminaison en invalidité. C'est que il y a une limite entre le fait de ne plus être capable de fournir une prestation de travail, puis être reconnu comme invalide à vie parce que j'ai une maladie ou j'ai un handicap qui a été diagnostiqué. Pardon. Donc, il faut toujours être en mesure de démontrer, il faut bien montrer notre dossier, que le retour progressif ou que le retour du travailleur de façon temporaire ou de façon à temps partiel ou avec des limitations fonctionnelles n'est vraiment pas possible. Il faut démontrer que son retour serait une contrainte excessive pour l'employeur et que ça ne deviendrait pas juste un petit accommodement raisonnable comme ça. Je donne un exemple concret. Un soudeur d'expérience avec 40 ans de service, parce que c'est un exemple d'un client que j'ai en tête, a des graves problèmes d'emphysème puis respiratoire. Et vous comprendrez que soudage et problème respiratoire, ça va pas très bien ensemble. Eh bien, dans un cas spécifique comme ça, on pourrait dire que dans cet emploi-là, spécifiquement, l'employé a vraiment une maladie reconnue, comme quoi il ne pourra pas revenir dans ce travail-là parce que c'est trop cause à effet. Sa maladie ou sa condition fait en sorte que de retourner dans son travail actuel serait impossible. Dans un autre travail, peut-être, mais pas dans celui-là. Donc, il faut toujours en tenir compte. Donc, dès que vous vous dites c'est une contrainte beaucoup trop excessive pour nous de le réintégrer, habituellement, ça fait du sens. Concept de gradation des sanctions, je vous en ai parlé tantôt. Donc, c'est d'aller d'un premier avertissement, souvent qui est verbal, jusqu'au congédiement.
Donc, la gradation des sanctions, ça sert à quoi? Ça sert à montrer à l'employé, donc à démontrer à l'employé euh, où il se situe dans l'échelle de valeur euh, de l'entreprise face au comportement ou à la performance qu'il a eu. Donc, plus c'est grave pour l'entreprise, le comportement ou la performance qu'il a, plus la mesure sera importante. Donc, c'est sûr que si je reçois un avertissement verbal pour quelque chose que j'ai fait, je sais que c'est pas mal moins grave que si je suis suspendu pendant 10 jours. Donc, si je suis suspendu pendant 10 jours, je dois avoir fait quelque chose qui est vraiment pas cohérent avec la culture de l'entreprise. J'ai peut-être mis en danger des gens, j'ai peut-être vraiment dépassé les limites. Fait que le concept de gradation des sanctions, c'est ça son premier objectif. C'est d'être capable de dire à l'employé, OK, voici dans quel trouble tu te retrouves en ce moment. Si je te donne un avertissement verbal pour une absence injustifiée, je comprends que j'aurai d'autres chances. Par contre, si j'ai fait une course de chariot élévateur dans l'entrepôt, puis que j'ai rentré dans une colonne, puis je suis passé à 2 centimètres d'un autre collègue de travail en faisant cette course-là, ça se pourrait que je sois congédié sur le champ ou ça se pourrait que j'ai une suspension de 10 jours pour penser à mes gestes. Pourquoi? Parce que mon comportement était téméraire, était grave, dangereux, et dans l'échelle de valeur, c'était beaucoup plus sévère comme intervention qu'une absence. Et c'est la même chose aussi pour le nombre d'infractions. Donc, plus je répète des infractions, soit comportementales ou de performance, plus je vais augmenter dans la gradation des sanctions. Donc, si j'ai un premier retard un jour, je vais sûrement avoir un avis verbal. Si j'ai un deuxième retard, je vais avoir un avertissement écrit. Si j'ai un troisième retard, je vais avoir une suspension. Puis si j'ai un quatrième retard, je serai congédié. Donc, le concept de gradation des sanctions fonctionne autant pour le niveau de gravité qu'il fonctionne pour le nombre de fois que j'ai répété les éléments. Il y a des facteurs atténuants puis il y a des facteurs aggravants dans l'application de la gradation des sanctions. Donc, comme je l'ai dit tantôt, je donnais l'exemple entre le retard puis la course de chariot élévateur. Donc, c'est sûr que si je mets en danger des collègues de travail, si j'utilise la machinerie lourde pour faire mon comportement, vous avez convenu puis vous êtes d'accord avec moi que c'est beaucoup plus grave. Donc, ça sera aggravant. Donc, la gradation des sanctions, donc la mesure disciplinaire sera plus grave. Donc, là, on dit que la mesure est proportionnelle à la faute qui a été commise. Habituellement, si vous gardez ce genre de concept-là en tête, ça devrait faire du sens. Pardon. Et c'est votre droit de gérance complet, employeur, d'attribuer la sanction qui vous convient. Donc, si vous pensez que pour tel comportement ou pour tel ajustement ou pour telle performance insatisfaisante, c'est un avertissement écrit qui doit être remis, mais quand même que l'employé n'est pas d'accord, quand même que l'employé vous dit que son beau-frère est avocat, quand même que l'employé vous dit qu'il va appeler aux normes du travail, vous avez le droit de lui remettre la mesure disciplinaire qui vous convient. Il n'y aura aucun recours contre vous, sauf dans le cas d'un congédiement. Mais en matière de mesures disciplinaires, donc de l'avis verbal jusqu'à la suspension, il ne peut pas revenir contre vous. À moins que ça devienne de l'acharnement ou que c'est complètement déraisonnable, c'est-à-dire suspendre un employé, mettons, pour 4 semaines pour une absence injustifiée. Là, ça serait complètement déraisonnable, la perte de salaire serait trop importante pour l'employé. Là, ça viendrait un peu de l'acharnement. Donc, si on reste dans les limites du raisonnable, il ne pourra rien faire contre vous. Si vous êtes dans un contexte indiqué, habituellement, le concept de gradation des sanctions est prévu dans la Convention. Première offense, tel truc. Deuxième offense, tel truc. Troisième offense, avertissement final. Quatrième offense, suspension. Donc, c'est certain que si vous ne respectez pas la procédure qui a été convenue entre les deux parties, vous aurez un grief. Et mon seul conseil, c'est si vous voulez que vos mesures disciplinaires fonctionnent bien et que vous voulez coincer les employés de façon efficace, suivez les procédures qui sont prévues dans la Convention. Et comme ça, le grief ne pourra pas être déposé contre vous, ou s'il l'est, il ne sera pas remis. Je vous ai maintenant mis devant vous
qu'est-ce qu'une gradation des sanctions habituelle ressemble. Donc, habituellement, on va avoir des discussions informelles dans certains cas. Donc, sur la performance, ça peut être sur certains comportements également. Dans d'autres cas, ça va être tout de suite des avertissements. Donc, j'avais reçu une question préalable par courriel. On me demandait si un avertissement verbal devait être consigné. Bien, effectivement, l'avertissement verbal, c'est un peu bizarre parce que pour qu'il soit valide, on devrait effectivement garder une trace écrite. Ce que ça veut dire, c'est que si j'avise verbalement un employé d'un sujet, je suis peut-être pas obligé de lui remettre une lettre disciplinaire, mais du moins, je devrais en garder une trace écrite dans mes dossiers. Et idéalement, lorsque je remettrai un deuxième avertissement, un avertissement écrit par exemple, je pourrais référer à cet avertissement verbal-là. Donc, mon avertissement écrit pourrait débuter avec comme mentionné ou comme discuté en avril dernier lors de mon avertissement verbal. Maintenant, vous êtes à un deuxième avis parce que blablabla. Donc, vous pouvez faire référence à cet avertissement verbal-là. Ça laissera maintenant une trace écrite dans votre processus formel. Donc, si vous en gardez une trace écrite, ça ne sera plus parole contre parole. Ça le sera toujours, mais les tribunaux vont croire en votre bonne foi là, que vous n'avez pas inventé un avertissement verbal malgré tout. On me pose la question, est-ce que c'est possible de déposer cette trace écrite au dossier de l'employé? Absolument. Un avertissement verbal pourrait effectivement être déposé au dossier. Donc, le document de résumé de la rencontre qu'on a eue, effectivement, on devrait la mettre dans la filière rouge de l'employé. Donc, j'ai une autre petite question. OK, c'est bon, c'est merci. Merci. L'employé doit connaître les attentes de son employeur. Donc, à chaque fois que je lui remets un avertissement, je devrais lui dire, 1, voici les faits. Donc, voici pourquoi je te rencontre. 2, les répercussions. Donc, les répercussions que tes ajustements ont eues sur le milieu de travail, sur moi et sur toi. 3, quelles sont les attentes? Donc, je m'attends à quoi dans le futur? Donc, si je te dis aujourd'hui que ton rythme de travail est trop lent, j'ai été capable de te le démontrer par plusieurs dossiers, par plusieurs projets qui ont été remis en retard ou que tu en fais 10 pendant que tes collègues en font 35, des choses comme ça, ben, il faut que j'établisse des attentes claires. Je dis, ben, écoute, il faut que tu augmentes ton rythme de travail dans les 30 prochains jours. Il faudra que tu passes de 10 à 25 là, de façon efficace. Donc, ces attentes-là, il faut qu'elles soient discutées parce que ça va vous aider à positionner un prochain avertissement. Même chose, si l'employé arrive en retard, ben, vos attentes, c'est quoi? C'est qu'il n'arrive plus en retard. Donc, c'est important de l'écrire, puis c'est important de le dire. Si l'employé a eu des propos déplacés avec un autre employé, il lui a manqué de respect, il a sacré après, ou il lui a dit à quel point il était incompétent, ou il le trouvait nul, ben, votre intervention, vos attentes seraient de lui dire, écoute, face à ce collègue-là, il faut que ton comportement soit irréprochable. Sinon, si j'entends quelque chose d'autre, ben, on va passer à la prochaine mesure. Puis finalement, le quatrième élément dans un avertissement, c'est quoi la conséquence? Donc, la conséquence, c'est que si tu reproduis ce comportement-là, ou si ta performance ne se stabilise pas ou s'améliore pas, ben sache qu'on pourra passer au prochain avertissement. On va grandir ensemble dans la gradation des sanctions. Lorsque vous remettez des avertissements verbaux, des avertissements écrits, des derniers avertissements, un petit conseil d'amis aussi, c'est que lorsque vous déposez votre dernier avertissement écrit à l'employé, lorsque vous lui remettez son dernier avertissement, avant la suspension de congédiement, dites-lui que c'est réellement son dernier avertissement. Que s'il y a un autre comportement déviant ou une autre performance insatisfaisante, c'était sa dernière chance. Donc, il faut que l'employé sache qu'il était réellement à son dernier avis. Ça va vous aider, ça, si jamais vous vous retrouvez devant les tribunaux. Et là, vous allez peut-être me poser la question, je vais y répondre tout de suite, mais Maxime, comment ça prend d'avis pour avoir un bon dossier?
Mon employé a plus de 2 ans de service continu, je vais avoir une cause juste suffisante, j'ai pas envie qu'il dépose une plainte contre moi. Ben, la réponse, c'est qu'il n'y a pas de chiffre magique. La réponse dépend des facteurs aggravants, des facteurs atténuants. Est-ce que c'est une faute grave? Est-ce que c'est une faute lourde? Etc., etc. Par contre, si vous êtes en mesure d'au moins démontrer devant les tribunaux, si vous vous rendez là, que vous avez remis un avertissement verbal, un avertissement écrit, un dernier avertissement écrit, et peut-être même une suspension, et que vous congédiez, donc au moins 4 étapes de gradation, vous allez démontrer votre bonne foi comme employeur. Absolument. Pour en avoir vu plusieurs, c'est suffisant. Ou c'est pas suffisant, c'est qu'il y a des clients qui me disent ouais, ben là, on lui a dit là, plusieurs fois, là, puis là, on est tanné, puis là, on le congédie. OK. Ben, il y a une différence entre lui avoir dit plusieurs fois et lui avoir remis, lors de rencontres formelles, un avertissement écrit où on a demandé de signer à l'employé. Et le dossier est complètement différent entre j'ai remis 3 avertissements écrits que l'employé a signé et consigné versus on l'a averti plusieurs fois, ça n'a pas changé, je suis tanné, je l'ai congédié. Vous pourrez l'essayer, m'en redonnerez des nouvelles, mais je vous garantis qu'il y a un dossier qui est plus solide que l'autre. Et sachez aussi que même si l'employé, lors de la rencontre disciplinaire, refuse de signer les documents devant vous, comme j'ai dit, c'est votre droit de gérance d'émettre la mesure qui vous convient. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle sera mise au dossier, consignée au dossier, malgré le fait que l'employé refuse de signer la lettre. Vous avez tout simplement à inscrire que vous avez, pardon, vous avez fait la rencontre, telle date, telle heure, et que l'employé a refusé de signer. Et ça, devant les tribunaux, c'est valide aussi parce que les tribunaux croient à la bonne foi des parties. Et ça serait assez bizarre qu'un employeur invente des rencontres. Là. Pardon. Commence à payer le prix de parler autant. Je m'en excuse de tousser comme ça. Donc, la faute grave. Comme je vous l'expliquais, la gradation des sanctions est importante. 1, 2, 3, 4, toutes les étapes. La faute grave, c'est lorsqu'il y a un élément qui arrive et qui fait en sorte que c'est vraiment, ça nécessite qu'on congédie l'employé sur le champ parce qu'il y a eu une rupture immédiate du bris. Pardon, on a brisé le lien de confiance ou tout simplement parce que le comportement était beaucoup trop grave ou la performance était vraiment insatisfaisante. Donc, dans des cas pareils, on aurait le droit, on aurait une cause juste et suffisante de congédier l'employé. Je vais vous donner des exemples dans quelques instants. Faute grave, ça peut être aussi le concept de la goutte qui fait déborder le vase. Quand je vous indiquais, si vous avisez votre employé une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, à un moment donné, ce que ça fait, c'est que, pardon, ce que ça fait, c'est que l'employé a tellement rempli le vase que son dernier avertissement, son dernier élément, son dernier comportement fait en sorte que le vase déborde. Et là, ça fait une faute grave et c'est là qu'on le congédie. Voici des exemples de rendement, puis voici des exemples de comportement. Donc, vous les voyez dans la liste, je ne les lirai pas nécessairement, mais en rendement, on est vraiment dans des problématiques de travail. Quantité et qualité de travail, procrastination, difficulté à travailler en équipe, vous les voyez. Puis dans les comportements, on est dans des retards, fraude, vol, espionnage, manquer de respect. Donc ça, on n'adressera pas de la même façon les dossiers avec les employés. On me pose la question, est-ce qu'il y a un délai entre chaque manquement pour faire déborder le vase? Ben, idéalement, c'est le salarié qui va un peu donner le rythme à tout ça.
Donc, ça se pourrait, ça m'est déjà arrivé dans ma carrière d'adresser quelque chose le matin à un employé. Lui dire, écoute, si tu manques encore de respect à José, sache que c'est tolérance zéro. Et si tu le fais à nouveau, il y aura un autre avertissement. Il se revire de bord. Dans l'après-midi, il le refait. Je le rencontre à nouveau. Et là, c'était pas un avertissement final, c'était pas un avertissement écrit, mais c'était un dernier avertissement où je l'aurais peut-être suspendu. Donc, dans des cas de comportement, ça pourrait arriver dans la même journée que vous lui donnez 2 fois un avertissement. Ça peut arriver dans la même semaine. En matière de performance, il faut donner un petit peu de temps entre les éléments. Donc, si vous adressez un rythme de travail trop lent à un employé, ben, ça serait pas équitable le lendemain matin de lui dire, écoute, j'ai regardé aller hier, là, puis ton rythme de travail, c'est vraiment pas amélioré. Donc, je vais te donner un deuxième avertissement. Il faudrait idéalement lui donner au moins un préavis de 30 jours pour pouvoir lui adresser la situation. Donc, ici, j'ai mis un petit tableau résumé de c'est quoi, pardon, un concept de gradation des sanctions. Donc, vous voyez, là, en bas, c'est les comportements qui sont un peu moins graves. En haut, on a des comportements qui sont graves. Puis ça, c'est dans la jurisprudence, c'est ce qui a été démontré avec le temps. C'est que si je congédie un employé pour une absence sans préavis, puis je lui donne aucun autre avertissement, mais j'ai pas une cause juste suffisante. Il faudra que je démontre la gradation dans plusieurs événements. Par contre, si mon employé arrive armé au travail, point 2, ben, ça justifiera un congédiement sur le champ. Donc, c'est un peu ça le concept de gradation des sanctions. Stratégie de sortie. Donc, c'est quoi les moins bonnes idées? En terminant, là, ben, pas en terminant, mais en fermant la boucle un peu, là, puis je vais répondre aux questions ensuite. Donc, c'est d'attendre le 729e jour, donc c'est d'attendre à la limite du 2 ans de service continu. Donc, c'est vraiment pas une bonne stratégie parce que vous vous exposez à des risques juridiques. Donc, idéalement, gérez vos dossiers disciplinaires avant le 2 ans de service continu. La fameuse restructuration. Là. Ah ben, je le congédie pas, mais par hasard, j'abolis son poste. Ben, vous allez vous faire prendre. Pardon. Les tribunaux ont vu ça aller trop souvent. Lorsque vous congédiez un employé pour performance ou comportement, ayez le courage d'adresser les situations de façon efficace. Parce qu'une restructuration déguisée, là, vous allez vous faire coincer. Les tribunaux vont vous dire pourquoi vous avez choisi lui, pourquoi pas plus qu'un autre. Bizarre, vous êtes, tout le monde dit que vous l'aimiez pas. Bizarre, vous avez commencé à lui donner des avertissements écrits et verbaux, et etc. Puis par hasard, son poste est aboli quelques semaines ou quelques mois plus tard. Ah, le poste qui est aboli, c'est la personne qui était en invalidité depuis 3 mois ou 4 mois. Donc, vous voyez le genre, là, vous allez plus souvent qu'autrement, cette stratégie-là ne fonctionne pas. La fameuse restructuration ou la coupure du poste. Si c'est vrai, parfait, mais si c'est pas le cas, on va se faire coincer. Les bonnes idées, ben, agir rapidement. Hein? Dès que ça arrive, on le consigne au dossier. On n'attend pas 2 ans de service. On documente tout. Moi, en ressources humaines, ce que je dis, c'est que si c'est pas écrit, c'est pas arrivé. Donc, donnez-moi du contenu. Moi, je vais vous demander ça en RH, puis les tribunaux vont vous demander ça également. Soyez, soyez ferme dans l'application. Pardon, désolé pour ma voix. Donc, tantôt, là, c'est entre chacun des avertissements. Ben, ça ici, c'est l'exemple au niveau de la performance. Donc, si je veux adresser des problèmes de performance à mes gens, ben, je devrais avoir une rencontre préliminaire, lui dire voici mes attentes. 30 jours plus tard, lui dire ben écoute, tu n'as pas encore atteint les attentes, je vais te mettre sur un autre plan de développement ou on va te mettre sur un plan d'action. 30 jours suivants, on va encore accumuler des faits. C'est pour ça que je l'appelle la stratégie du 30-70, voyons, 30-60-90 jours. Parce que je vais cumuler à chaque mois des éléments qui vont faire que je vais pouvoir aller dans la gradation des sanctions. Donc, première fois, je l'avise verbalement que sa performance est insatisfaisante. Pendant 30 jours, je cumule des faits. 30 jours suivants, je le rencontre, je dis voici ce que j'ai accumulé, voici, je t'adresse encore la performance insatisfaisante. On se revoit dans 30 jours, et ainsi de suite.
Si vous faites ça, le dossier va être béton. Mais si du jour au lendemain, vous décidez que la performance de votre employé est insatisfaisante puis vous le congédiez sur le champ, ça ne démontrera pas la gradation des sanctions. Je ne peux pas faire une faute lourde en performance. Je peux faire une faute lourde ou une faute grave en comportement. Donc, ça prend un peu plus de temps, ça prend un peu plus de contenu, ça prend un peu plus d'éléments au dossier pour pouvoir l'adresser. Pardon encore. On y arrive. Donc, j'ai eu certaines questions. Je vais prendre le temps de répondre à certaines questions. Vous allez recevoir automatiquement une attestation pour avoir suivi cet atelier-là. Donc, vous n'êtes pas obligé de m'écrire. Vous allez recevoir également une copie PDF de la présentation d'aujourd'hui, automatiquement. Donc, si vous êtes inscrit présentement ou vous suivez la formation, vous allez la recevoir. Vous allez assurément la recevoir aujourd'hui ou demain. J'ai mis 5 jours ouvrables juste pour qu'on se donne le temps. Si jamais vous avez des questions sur la terminaison d'emploi ou sur toute autre question, gestion des ressources humaines, vous pouvez toujours m'écrire, rh@commercialsagedecision.com ou au 1877-622-8550. Vous voyez le numéro ici. Faites l'option 2. Vous arrivez directement sur la ligne d'aide. Donc, ça va être moi, Aurélie, Juliette, peu importe, qui vont répondre à vos questions en temps réel. Donc, ça peut être autant en lien avec la terminaison en invalidité qu'une terminaison pour des mesures disciplinaires de performance ou autres. Bon, alors je vous remercie beaucoup en espérant avoir répondu à vos attentes. Maintenant, je vais juste rouvrir mon chat et si vous avez des questions plus spécifiques, je vais tenter d'y répondre. Je reste connecté pour une quinzaine de minutes environ. Et sachez également que cette présentation-là, demain ou cet après-midi, ou je vais dire demain pour être certain, comme tous les autres présentations webinaires qu'on fait, se retrouvent sur la chaîne YouTube de Sage Assurance et Rente Collective. Donc, vous allez sur YouTube, vous écrivez Sage Assurance et Rente Collective, vous allez trouver notre chaîne et vous allez voir les 10-12 derniers webinaires qu'on a donnés sont là, enregistrés. Vous pouvez les revisionner. Vous avez accès à tout ce contenu-là. Vous allez recevoir le lien de la chaîne YouTube demain par courriel aussi, dans le courriel automatique qui va être envoyé par le système pour ça. C'est bon? Alors, merci à vous. J'ai une question de... Le chat remonter un petit peu plus haut. Si la personne est en CSST depuis plus de 5 ans, est-ce que c'est suffisant pour... là, je vois pas je vais agrandir. Pour congédier. Donc, encore là, si vous répondez aux 3 critères, ça porte préjudice à votre entreprise, son taux d'absentéisme chronique est important et que finalement, son retour au travail est impossible, donc à court, moyen, long terme. Ça pourrait être possible de le faire, effectivement. Parce que le fait de garder cet employé-là actif sur votre payroll, c'est un peu contre-productif, là. Dans le fond, la personne, elle sera toujours supportée, elle sera toujours indemnisée par la commission, même si le lien d'emploi cesse. Vous, de votre côté, il faudrait voir là, pour c'est quoi l'intérêt de la garder active. Là. Mais au final, son emploi était protégé pendant 26 semaines, même s'il s'agissait d'un accident de travail. Donc, rendu là, spécifiquement, il faudrait que j'aille un petit peu plus de détails, mais oui, je pense qu'il y aurait très peu de risques juridiques à le faire, sauf si, par exemple, l'employé en question déposait une plainte en disant ben, j'ai plus de 2 ans de service continu, la cause n'est pas juste suffisante. Donc, il faudrait démontrer le congédiement administratif. Allez-vous adresser la différence entre la mesure disciplinaire et la mesure administrative? Donc, oui, je peux en parler un petit peu. La mesure administrative, dans le fond, ce qu'elle diffère de la mesure disciplinaire, c'est que l'individu, le salarié en question, n'est pas 100% responsable de ce qui se produit. Donc, c'est-à-dire, c'est pas la condition, c'est pas le fait qu'il y ait eu un comportement déviant
ou c'est pas le fait non plus qu'il y ait eu une performance insatisfaisante, c'est plutôt le fait qu'il a développé une certaine incompétence dans son rôle. Incompétence, le mot est fort, mais c'est vraiment ça que la loi dit. C'est que si jamais la personne n'est pas capable de s'adapter aux nouvelles réalités du travail. Donc, exemple, on implante un nouveau logiciel ou il y a de la robotique ou de l'intelligence artificielle qui s'ajoute dans votre entreprise, puis l'employé n'est pas en mesure de s'adapter à ça. Vous comprendrez qu'il n'est pas 100% responsable de ça. Euh, Pardon. Et ça, ce que ça fait, c'est que au lieu d'appeler ça une mesure disciplinaire, parce que la personne n'est pas responsable par son comportement ou nécessairement euh, par sa performance, mais c'est plutôt qu'il y a des conditions administratives dans l'organisation du travail qui ont changé, qui rend que la personne est compétente dans son rôle maintenant. Donc là, il y a plusieurs stratégies, mais il faut répondre à plusieurs questions aussi. Il faut être en mesure de démontrer qu'on a coaché, qu'on a accompagné l'employé, qu'on lui a donné la formation nécessaire. Puis si jamais tout ça est pas suffisant, puis que le rendement est encore cynique, qui est vraiment, il est vraiment de façon importante en deçà de ce qu'on attendait, eh bien là, on pourrait lui dire, ben, on va prendre des mesures administratives contre toi, qui pourraient être le changement de poste, qui pourrait être la diminution des heures, le changement des tâches, etc., etc. Donc, la mesure administrative, si j'en fais un petit résumé, c'est lorsque la personne n'est pas 100% responsable de ce qui se produit, mais c'est plutôt à cause de l'organisation du travail qu'il y a des différences. Merci pour les bons commentaires. Les 3 conditions de congédiement administratif sont-ils reconnues en Ontario? Bonne question. Les 3 critères que je vous ai remis sont de la jurisprudence québécoise. Alors, je ne serais pas prêt à dire qu'ils sont reconnus en Ontario, mais il reste qu'une jurisprudence d'un tribunal québécois est aussi valide en Ontario et vice-versa. Donc, je ne mettrai pas ma main au feu à 100% de dire que c'est exactement ceux-là qui sont reconnus par les tribunaux ontariens, mais j'ai comme l'impression que si on faisait une petite recherche, on arriverait pas mal à la même chose. Donc, ça serait à valider, je dirais, mais j'ai comme l'impression qu'on serait dans ces eaux-là pas mal. Donc, une personne qui a, ici, on a un dossier, une personne qui a 3,5 mois d'ancienneté, donc qui a dépassé le 3 mois de service, qui lui donne droit à la protection, quitte en arrêt de travail. Elle a quelques notes à son dossier pour des absences fréquentes. Donc, est-ce qu'on doit attendre? Bonne question. Donc, si vous avez malheureusement pas eu la chance de tout lui adresser, là, puis je pense que c'est le cas, là, vous n'avez pas pu la congédier avant qu'elle quitte en congé maladie. Ben, est-ce qu'il faut attendre 26 semaines? Non. Ce qu'il faudra faire, c'est attendre son retour, bien entendu, pour lui adresser les prochains retards ou les prochaines absences. Et tout dépendant où vous êtes rendu dans la gradation, là, ça a eu 1, 2, 3, 4 avertissements, ben, ça se pourrait qu'à son retour, ça c'était le dernier. Ça en fait un autre, ben, vous la congédiez pour ça. Mais sachez que malgré le fait que vous l'aurez congédié pour des absences fréquentes, elle aura toujours le droit de déposer une plainte pour pratique interdite parce que le 26 semaines ne sera pas passé. Et c'est à vous de démontrer, vous aurez le fardeau de démontrer que oui, vous la congédiez à cause de ses absences fréquentes et non pas à cause du fait qu'elle aurait exercé un droit de congé maladie. Donc oui, ça se fait. Que ça soit bien ficelé. Il ne faudra pas dire, bien entendu, dans les rencontres, ah, tu sais, ton congé maladie a joué dans notre décision. Ça serait vous tirer dans le pied. Il faudrait vraiment tenir mordicus au fait que, ben voici, absence, 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 injustifiée. Premier avis, deuxième avis, troisième avis, quatrième avis. On n'en parle même pas, mais sa condition n'a même pas de rapport dans le dossier. On la congédie. Ouais, ça serait pas mal ça ma réponse, dans le sens que oui, elle pourrait quand même déposer une plainte, mais je pense qu'elle serait pas très solide.
c'est sûr que, juste pour en renchérir, c'est sûr que si elle s'absente finalement pour son arrêt maladie 26 semaines, puis elle revient après, ben là, c'est un dossier différent. La protection est tombée, elle revient, vous lui adressez d'autres retards, effectivement. Puis c'est un autre bon point, là. Fait que c'est pas parce que quelqu'un quitte en congé que ça efface tous ces dossiers, là. Si vous vous apprêtiez à la rencontrer, mais finalement, elle tombe en congé maladie ou il tombe en congé maladie, ben à son retour, ben c'est comme si juste il y avait eu une pause dans le temps, là. Ça efface pas les choses, puis ça excuse pas les choses. On peut revenir à la charge. C'est pas un problème. Euh, Dans le cas d'un congédiement administratif, le préjudice pour l'employeur est-il censé être important financièrement pour être considéré comme juste? Ben, ça va en faire partie. Donc, le préjudice, il n'est pas juste financier. Le préjudice pourrait être dans l'organisation du travail. Le préjudice pourrait être dans le stress qui est causé par les autres, la surcharge, euh, autres. Euh, mais la réalité, c'est que c'est sûr que le préjudice financier pourrait effectivement avoir une bonne incidence dans votre dossier, puis c'est quand même relativement important, mais c'est pas juste ça. Sans problème. Merci. Absolument, si vous êtes capable de démontrer que le congédiement administratif, ben, que le préjudice il est sur plusieurs aspects, là, et non pas seulement sur celui de l'aspect financier, ben, ça pourrait vous aider. Merci merci pour le rétablissement. De me dire qu'on. J'espère que c'est pas si pire quand je tousse. Ça doit l'être, mais je suis désolé. Merci pour la compassion. Alors, il est midi, presque midi. Je vais mettre fin au webinaire, à moins qu'il y ait une dernière question. Sinon, comme je vous le dis, je reste disponible par courriel, par téléphone. Et tout simplement me faire un suivi avec moi s'il y a quelque chose. Alors, je vous remercie beaucoup. Je vais mettre fin dans quelques secondes. Merci à vous. Bonne journée aussi. On se revoit dans un mois pour le prochain webinaire, au mois de juin, sur le leadership inspirant, qui va être donné par ma collègue Aurélie. Puis après ça, on prend une petite pause pour l'été. On revient en septembre avec un webinaire sur l'équité salariale, le maintien, l'exercice, etc. Donc, si ça vous intéresse, vous pouvez déjà vous inscrire. Je pense que vous avez déjà reçu les liens. Sur le site de Sage, vous avez accès à nos webinaires, puis sur la chaîne YouTube aussi. Alors, merci beaucoup. Bon après-midi.